Bonjour. Bonjour. L'accessibilité numérique, vaste sujet complexe pour commencer une journée de si bonne heure. Mais on va essayer de déconstruire l'accessibilité aujourd'hui, ensemble, avec nos différents intervenants. Merci à tous d'être venus ici aujourd'hui. Alors rapidement, j'aimerais prendre la température. Les personnes qui sont issues du privé dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, intéressant. Bienvenue, vous êtes aussi bienvenus ici. Est-ce qu'il y a des développeurs, des designers et des ingénieurs dans la salle? Ok, bonne représentation aussi. Et est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui pensent qu'ils sont vraiment les meilleurs au niveau de l'accessibilité, qui suivent toutes les bonnes pratiques? Ouais, donc en fait, on a les 2% de sites accessibles en France, et vous êtes là aujourd'hui, ici. Alors, je m'appelle Marine Boudot, je travaille à la direction interministérielle du numérique au sein du pôle design des services numériques. Nous sommes notamment en charge de l'Observatoire de la qualité des services numériques. Vous en avez peut-être entendu parler, mais qu'est-ce que c'est? Dans le cadre de la numérisation des services publics, on recense les 250 services publics les plus utilisés par les Français, et on les suit, on les mesure pour comprendre la satisfaction des usagers. Ça nous permet de prioriser les actions à mettre en place avec les ministères pour améliorer leur qualité. L'idée, c'est qu'ils soient optimisés pour le mobile, accessibles, rapides, faciles, la base, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est 82% des Français qui pensent que le numérique complexifie leurs relations avec l'administration. Et on fait d'autres choses aussi au sein de cette équipe. Et puis, on anime cette communauté DesignGouv. Notre rêve, c'est donner envie aux administrations d'acquérir des compétences numériques en interne, designers, développeurs, qui fassent des tests utilisateurs un rituel, comme le fait servicepublic.fr, et on les applaudit. Et au-delà d'apporter un service utilisable, ce sera aussi d'apporter de l'humain, de la convivialité et même du plaisir à nos usagers. Nos événements sont d'habitude plus généralistes, mais à l'occasion donc de la sortie du RG2A 4, la réglementation pour l'accessibilité numérique pour les administrations et les larges entreprises du privé, voilà, on a voulu créer un événement un peu spécial. Et je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement le FIPHFP pour leur soutien dans nos actions sur l'accessibilité numérique. Donc c'est un événement spécial, et l'idée aujourd'hui, c'est un peu d'intégrer l'accessibilité au cœur d'une approche de design et de développement qui est centrée sur l'usager. Qu'est-ce que ça veut dire? Accessibilité ou pas, personne ne doit être bloqué dans une démarche. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait recaler de boîte de nuit quand vous étiez jeune. Moi, oui. Vous ne rentriez pas dans la case, le sentiment d'être inadapté, pas à sa place, exclu. La violence. Alors imaginez quand ce n'est pas parce que votre tête ne plaît pas, mais c'est parce que vous êtes en fauteuil roulant que vous ne pouvez pas rentrer. Le numérique doit aspirer à accueillir de façon la plus humaine possible le plus grand nombre. C'est un principe basique d'égalité, en particulier lorsqu'on parle de services publics. Bien sûr, il y aura toujours des personnes qui ne sauront pas faire, d'une simple requête sur Internet à une démarche en ligne. Il faudra toujours de l'humain et des aidants pour accompagner certaines personnes, qu'elles soient les 13 millions d'exclus du numérique ou des personnes en situation de handicap. Mais on peut faire beaucoup pour se rapprocher d'eux, pour donner à plus de personnes les outils pour faire, eux-mêmes, en autonomie. C'est à nous de changer et de nous adapter. Est-ce qu'un designer peut aider? Oui, mais pas que. Il ne s'agit pas d'ajouter un designer ou un référent accessibilité dans une équipe pour se débarrasser du problème. C'est les méthodologies de travail qui doivent changer. C'est le besoin d'une prise en compte conscience collective des enjeux. Alors certains diront, mais ça a un coût tout ça? Oui, bien sûr. Mais réfléchissons. Donc si vous pensez à toutes les fonctionnalités de votre service, il y a peut-être 30% des fonctionnalités qui sont vraiment utilisées par vos utilisateurs. Pardon? Ou moins encore? Possible. Je peux économiser sur le développement de nouvelles fonctionnalités peu désirées au profit de la qualité et de l'accessibilité pour tous. Au profit d'une expérience plus simple, mobile first peut-être, testée avec différents profils d'usagers, conçue avec du code de qualité, en développement continu, pour aboutir à une satisfaction optimale de tous les usagers et surtout pour les personnes en situation de handicap.
Sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur le ministre, secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O. C'est par ici. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Marine pour cette introduction. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour ouvrir cette... Alors attendez, c'est peut-être mon téléphone qui... Voilà. Pour ouvrir cette matinée dédiée à l'accessibilité en ligne et qui, je pense, vient s'inscrire complètement dans la stratégie qui est la nôtre sur la question de l'accès aux sites de services publics, qui est mise en œuvre par la DINUM et Nadi Bouana depuis quelques mois, parce que on a eu tendance, je pense, en France, à avoir une approche de la dématérialisation très quantitative, à se demander toujours plus à combien de pourcentage de dématérialisation on était, est-ce que de nouvelles démarches étaient accessibles en ligne, et d'ailleurs c'est ce à quoi nous a poussé pendant longtemps la pression médiatique. Ce qu'on constate, et ce que connaissaient déjà depuis longtemps les personnes en situation de handicap, mais ce qui quelque part a explosé à la figure des pouvoirs publics dans les mouvements sociaux de ce début d'année, enfin de la fin d'année dernière et du début de cette année, c'est que cette approche quantitative avait laissé au bord de la route une part non négligeable, pour le dire comme ça, des Français. Et on est ce matin sur la question de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais ça ne se limite pas à ça. C'est-à-dire que pour bon nombre de Français, la réalité de leur contact avec le service public a été celui de les services publics physiques sont de moins en moins présents, les bureaux de poste, les caisses nationales d'assurance vieillesse, la caisse d'allocation familiale, on voyait les bureaux fermés, on leur disait allez en ligne. Et pour ceux qui savaient se servir des outils numériques, pour ceux qui savent se servir des outils numériques, eh bien, des exemples aussi bêtes que vous n'êtes pas dans la première liste déroulante, il n'y a pas de numéro de téléphone, les éléments ne sont pas prévus. Et en fait, tout ce que le service public habitué à traiter les exceptions par les personnes au guichet qui pouvaient faire l'effort d'intérioriser les contraintes et les exceptions avait en fait ignoré jusqu'ici, est apparu au grand jour, puisque en ligne, vous ne pouvez pas être une exception, soit vous êtes dans ce qui a été prévu, dans les 80% de la norme, soit vous êtes dans les 20%, et dans ce cas-là, en fait, le message qui vous est renvoyé est un message d'exclusion. Et c'est un message que les personnes en situation de handicap connaissent bien. Et ce que je pense profondément, c'est que dans une part de la réticence de notre pays à l'égard de la technologie, cette réalité très quotidienne fait partie du problème, et que dans la colère qui a pu monter à l'égard de l'État et des services publics, cette réalité fait partie du problème. Alors c'est d'autant plus aberrant s'agissant des personnes en situation de handicap que c'est une population qui théoriquement aurait dû être une grande bénéficiaire, en tout cas pour celles par exemple qui sont en situation de handicap physique ou de problème de mobilité, aurait dû être une bénéficiaire de la simplification de la numérisation des démarches. Et donc, comme le disait Marine, je pense que la question de l'accessibilité en règle générale, la question de la qualité de la dématérialisation des services publics doit dorénavant, peut-être, je dirais peut-être pas avant, compte tenu de l'ambition qui est celle du gouvernement de dématérialiser tout, mais en tout cas au moins au même niveau, doit être au moins au même niveau qu'est la question du nombre de démarches que nous dématérialisons, la priorité de l'année 2020 en termes de dématérialisation des services publics. C'est ce qui nous a conduit à publier l'observatoire dont parlait Marine, qui est quelque chose qui déjà, à mon sens, est un grand progrès. Et le fait de le dire montre tout le retard que nous avions. Il n'existait pas de vision panoptique de la qualité, de la quantité, mais surtout de la qualité de la dématérialisation des services publics. Et maintenant, sur l'observatoire, tous les trimestres, on met à jour, avec un certain nombre
deux critères, la qualité de la dématérialisation des services publics, l'accessibilité en faisant partie. Alors, ces travaux sur l'accessibilité, bien sûr, ne sont pas nouveaux. Il y a eu un certain nombre de démarches. Je citais l'Observatoire, on peut citer le décret de juillet 2019 dernier, dont je sais qu'il est largement perfectible, et qu'il reste à améliorer. Mais en tout cas, un certain nombre de points ont été mis en place. Et globalement, ce que je pense, c'est que nous devons désormais faire en sorte que nous pensions nos sites en fonction de tous les usagers, encore une fois, parce que c'est l'image de l'administration et quelque part c'est l'image de l'État, ce que l'on renvoie aux Français. Cela veut dire tester les interfaces avec tous les usagers. Ça peut paraître un peu tautologique, mais ce n'est pas forcément, et vous êtes bien placé pour le savoir, la pratique aujourd'hui de l'administration. Il ne faut pas forcément s'arrêter aux critères du RG2A. Par ailleurs, nous avons décidé, et ce sera mis en place à partir de la fin d'année, de créer un panel usager, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un certain nombre d'usagers, dont des personnes représentant les personnes en situation de handicap, puissent tester nos sites depuis le point de vue utilisateur, c'est-à-dire au-delà d'avoir une vision paramétrique de l'accessibilité de tel ou tel site, qu'on puisse avoir des parcours de vie dans certains, soit dans certains moments de la vie, soit pour certaines populations. Quand je dis certains moments de la vie, ça peut être la perte d'un proche. Quelle est l'expérience des sites dématérialisés au moment de la perte d'un proche? Ou pour certaines populations, des personnes en situation de handicap, je sais pas, déficientes visuelles par exemple, pour avoir une expérience utilisateur de ces démarches. C'est une discussion que nous avions eue avec Fernando Pinto, que je vois dans la salle. Je pense qu'au-delà de l'approche quantitative, il faut identifier les principaux points d'achoppement, en tout cas les principaux points qui grippent le système, pour telle ou telle démarche. Ça peut être la déclaration d'impôt, ça peut être je sais pas, une demande d'attestation en ligne, et qu'on puisse commencer par résoudre certains de ces points en parallèle de la question de l'accessibilité globale. Alors, ce qui est certain, c'est que pour arriver à cela, on doit faire plusieurs modifications. La première, c'est de changer l'approche globale qu'ont les administrations dans la dématérialisation. Et c'est l'objectif de cette démarche d'appui sur la qualité, c'est que, d'appui sur la qualité, de prioriser la qualité sur la quantité. Et ça a été au cœur du dernier comité interministériel de transformation publique qui a été présidé par le Premier ministre, où le numérique était au centre et où le premier point qui a été abordé, c'était la question de la qualité. C'était de dire, avant même d'ambitionner de dématérialiser de nouvelles démarches, posez-vous la question basique de est-ce que vos démarches actuelles fonctionnent bien et quelle est l'expérience usager, qui est une expérience utilisateur des démarches actuelles. Et donc, mais c'est une transformation assez principielle pour l'administration qui jusqu'ici a été habituée à avancer à marche forcée, en considérant quelque part que les exceptions se résoudraient d'elles-mêmes. Ça veut dire également qu'il faut faire en sorte qu'on travaille, et ça c'est également quelque chose sur lequel on doit dérouler un plan de travail sur l'année 2020, avec les organismes de formation. Puisque, comme vous le savez, la question de l'accessibilité au moment de la formation des développeurs est assez peu abordée, en tout cas est insuffisamment abordée. Et donc la connaissance de base d'un développeur lorsqu'il arrive sur le marché de ces questions-là est insuffisante. Et donc, quelque part, on se contraint nous-mêmes, puisqu'il n'y a pas les réflexes de base qui devraient être ceux de tout web designer ou de tout développeur en termes d'accessibilité. Et à titre, c'est vrai d'ailleurs pour le privé, c'est vrai pour l'État, ce qui a conduit la DINUM à mettre en place cette équipe dédiée au design, puisque la question de l'expérience utilisateur, la question de l'expérience usager
Et au sein de cette expérience usagée, la question de l'expérience en accessibilité doit être une des priorités. Et c'est pour ça que, y compris au sein de ce que fait l'État pour l'État, nous allons faire en sorte que cette question soit une question première. Alors, on n'est pas encore au niveau du Royaume-Uni, puisque je crois que le Royaume-Uni a 900 designers. Ça peut être, j'en ai dit, un horizon, mais comme il y a aujourd'hui 150 personnes à la DINUM, c'est un horizon un peu lointain. Mais je pense qu'il faut à la fois que la DINUM se dote d'un savoir-faire et qu'elle puisse à la fois être en appui, mais également que chaque ministère, chaque DSI au sein des ministères prenne cette culture du design et de l'expérience du design, parce que c'est indispensable, comme j'avais l'occasion de le dire. Alors, d'ici là, et je crois que c'est une partie du thème de la matinée, je crois qu'il faut saluer les différents organismes et les différentes directions ou opérateurs qui se sont engagés dans une démarche d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, et particulièrement celles qui sont désormais titulaires du label e-accessible. Et donc je vais les citer. L'espace Mon Compte sur le site caf.fr, la Cour des comptes, ccomptes.fr, la communauté d'agglomération du Pays Basque, communauté-paysbasque.fr. Je dois saluer le fait que les collectivités territoriales sont également au cœur de cette transformation. Le site de la contribution de la vie étudiante et de campus, cvec.étudiant.gouv.fr. L'Université de Lorraine, handicap.univ-lorraine.fr. Le site Mes droits sociaux, mesdroitssociaux.gouv.fr. Le site Mes rendez-vous, mesrendez-vous.étudiant.gouv.fr. Le programme des candidats aux élections, programme-candidat.intérieur.gouv.fr. Et enfin, le site de la ville de Versailles, versailles.fr. Je pense qu'on peut les applaudir, puisque ce sont... Voilà. Bravo à eux, merci beaucoup, puisqu'on sait que c'est un effort particulier qui est fait en matière d'accessibilité. Je pense que ça ne doit être que le début. Je ne veux pas ici, en venant, vous promettre le grand soir. Marine l'a dit, il y a 2% des sites qui sont réellement accessibles. Et donc, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine. Et d'ailleurs, la transformation de la logique d'approche des services publics, mais qui doit s'étendre à la question des entreprises privées, est un combat de longue haleine. Et on l'a vu, y compris dans les entreprises privées, cette approche utilisateur, cette approche client dans le cadre des privés, a mis longtemps à se diffuser jusqu'à dans la granularité des organisations. Ce que je peux vous promettre en revanche, c'est que pour le coup, ce sera vraiment la priorité de cette année 2020 et la priorité des années à venir, puisque ça c'est un combat de longue haleine. Parce qu'encore une fois, ce que je pense, c'est que on a trop pensé le numérique de manière systémique en se disant qu'on allait apporter la connexion aux Français et que tout allait bien. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui le nez contre le mur. Quand je dis on, c'est l'État depuis plusieurs années. Je pense que ce n'est pas exclusif de cette majorité. On se découvre le nez contre le mur, alors même que des signaux existaient de partout depuis longtemps, à découvrir que ce que nous avons fait, c'est créer une fracture, non pas entre une démarche et des usagers, mais entre le service public et ses citoyens. Je vous remercie.